Bonjour à tous, je suis en compagnie de Johan Ross, qui est CMO de Brix aujourd'hui, cofondateur de Honors. C'est ça. Bon, alors c'est plus pour ça que je t'ai demandé quand même de t'inviter, parce qu'on a reçu Cédric pour Brix, qui nous a expliqué de long en large. Je crois que ça fait partie des podcasts les plus longs qu'on ait fait, parce que c'est une bête de podcast, Cédric, et puis il y avait tellement à dire que... Bref, de le couper, c'était compliqué. En fait, à travers Honors que vous avez créé, donc on va discuter, on va y venir. Alors pourquoi Honors? Parce qu'apparemment, de ce que nous avait expliqué Cédric, en fait, il t'a rattrapé au vol parce que tu étais un petit peu sur départ. Après, tu diras ce que tu voudras là-dessus. Mais en gros, vous vous êtes associés pour ce projet-là. Nous donner un petit peu des nouvelles de Brix, savoir un peu ton rôle là-dedans. Mais avant toute chose, vas-y, présente-toi, donne-nous ton état civil, Johan Ross. Tu es d'où? Alors, Montpellierin, je suppose? Non. Ah, on coupe. Alors vas-y, déroule, dis-nous tout sur toi un petit peu avant de rentrer dans le détail un peu plus pro, quoi. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et du coup, moi, Johan, j'ai 26 ans. Du coup, je suis pas de Montpellier, pas montpellierin, pas du sud. Je viens de Haute-Savoie. Haute-Savoie, ah, ouais. ça va. C'est une région qu'on aime bien, donc ça va. Frontière suisse, je suis né à Évian, comme les bouteilles d'eau. Ouais, donc c'est sympa pour l'anecdote. Du coup, j'ai grandi là-bas, je faisais du foot là-bas. J'étais en centre de formation à Évian-Tonon-Gaillard. Je sais pas si y a des gens qui sûr, suivent avec le Pascal Duprat à l'époque. Pascal Duprat, qui est apprécié ou pas, mais c'est un personnage. Nous, c'était difficile là-bas. D'où aussi la cause du club qui a coulé. Ah ouais, c'est à cause de lui que le... C'était un peu difficile. Il y a un sponsor qui est parti parce qu'il y a une mésentente et du coup, dès que Danone est parti, en fait, le club a coulé, il n'y avait plus de finances. Aïe. Et du coup, nous, jeunes du centre de formation, on a dû revoir un petit peu nos choix de carrière. Donc, originaire de là-bas, après j'ai fait des études un petit peu à Chambéry, je suis descendu sur Montpellier pour les études et au final je suis resté là pour le pro et j'adore cette ville, donc jusqu'à aujourd'hui je suis ici. Et tu continues le foot ou pas? Non, non, en loisir maintenant j'ai plus trop le temps. Fais futsal, non, en ce moment c'est un peu... Ouais, un petit peu, mais plutôt du paddle là. Le paddle c'est encore plus tendance, mais ouais non, au niveau de mes études du coup c'était bac scientifique classique, après un DUT et ensuite marketing digital et d'où maintenant mon métier vraiment dans le marketing quoi. Ah, parce que ta génération 26 ans, marketing digital c'est un peu plus naturel. Moi c'était des métiers à l'époque... Bon, je me souviens en IUT, on faisait des sites internet, mais c'était du PHP. Bon, c'était horrible, quoi. C'était horrible. Hein. Maintenant, il y a plein de solutions plus simples pour faire des sites. Ah oui, mais c'est sûr. Sans coder. Je te parle de ça, je sais pas, j'avais 17-18 ans, donc je sais pas, il y a 20 ans, quoi. Donc c'est un autre monde, quoi. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que le marketing, moi, du coup, vu que j'étais en bac S et j'étais plutôt un matheux scientifique, j'avais pas du tout connaissance du marketing. C'est quoi la passerelle, ouais? Justement, en fait, pas du tout connaissance du marketing, personne nous en parle. Et le choix après, en général, ces études-là, c'est tu vas en école maths sup. Je voulais rester dans le sport aussi, donc peut-être faire kiné du sport, etc. à côté du foot. Et au final, c'est grâce ou à cause du foot que je suis tombé dans le marketing. C'est que en gros, après le centre de formation, quand le club a coulé, j'ai dû retrouver un autre club. Donc j'ai joué en Suisse, au Servette de Genève. Ouais. Non, après, moi, je suis pas footeux, mais je connais. Ouais. Tu jouais à quel poste? Je jouais latéral droit. Donc j'ai commencé attaquant et plus les années ont passé. T'es un Bichente, quoi. On m'appelait, c'était mon surnom. Ah Bichente, ouais. Ouais. Mais du coup, ouais, latéral droit. Et donc, le club a coulé, j'ai dû revoir un petit peu mes choix. Et donc, j'ai joué un petit peu en Suisse, au Servette de Genève. Et j'ai fait toute, on va dire, la pré-saison. Et en fait, donc, le club sortait de crise à ce moment-là et payait pas les joueurs. Du coup, là, je devais faire le choix de soit choisir mes études, soit prendre le risque de faire full centre de formation au Servette. Et en fait, le truc, c'est que j'avais entraînement matin et soir. Donc, je pouvais pas aller à l'école, quoi, et moi, j'étais quand même assez scolaire. Je voulais faire mes études et penser au pro aussi après. Mais Mbappé, il a tout fait, lui. Il a tout fait. Mais là, on va dire qu'il est plus dans le foot. Et pour l'anecdote, j'ai joué avec contre des joueurs de l'équipe de France, Marcus Thuram, cette génération-là. Ça devait bouger, ça. Ouais. C'était des bons niveaux, ouais. Ah ouais, ouais. Ça devait, parce que les attaquants d'aujourd'hui, on me dit, ils jouent plus avec les bras.
Ouais, bah à l'époque, en fait, nous, c'était. Enfin, moi, par exemple, tu vois mon gabarit, je suis pas un grand gabarit. Ouais. Et du coup, quand on jouait contre des équipes, ça soit Sochaux, Paris FC, enfin Lyon. Non, Lyon, ça va, c'était encore des gabarits normaux. Mais le reste, c'était des gens 1m90, 90 kilos, quoi. C'était. Et du coup, tu jouais sur. Non, tu jouais? Tu jouais. Ouais, bah ouais, ça Ouais. jouait quand même. Mais fallait jouer d'autres atouts, quoi. Ah, la vitesse. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, donc là, à ce moment-là, je devais faire un choix entre mes études, et sauf que moi, je voulais faire que du foot de base. Même si j'aimais bien les études, je m'étais pas trop renseigné dessus, donc Parcoursup, j'avais rien choisi au pif, quoi. Et du coup, je suis tombé dans ce DUT un peu au hasard, il y avait que ça de dispo. Et dedans, il y avait le marketing digital. DUT quoi? DUT, c'était GACO, gestion, administration, commerce. C'est comme Oh. un GEA un peu. D'accord, ok. Et dedans, il y avait marketing. Et en fait, je me suis pris de passion un petit peu pour ça. Et derrière, ça m'a donné un peu des envies. Ah, on peut faire de la com. Ah, on peut acquérir de nouveaux clients. On peut faire des sites ou de la créa. Comment je peux lancer des business assez rapidement. Et du coup, de ça, j'ai essayé de lancer pas mal de petits trucs. Une marque de vêtements, une boutique de CBD en ligne. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, carrément. Plein de petits trucs comme ça. Et même des petits sites de formation, que ce soit e-commerce ou autre. Et beaucoup de boutiques de e-commerce aussi. Ouais. Et du coup, j'ai commencé en fait à bosser comme ça pour pas mal de personnes du coup en freelance. Ah, carrément, ouais. Et de ça, j'en ai fait en fait une petite agence. Du coup, j'avais un portefeuille de clients. Et à la fin de mes études, du coup, à la fin de mon master, j'avais lancé cette agence-là, du coup, de grosse marketing. Et vraiment, on accompagnait les clients à leur croissance. Ok. Et donc, on avait quelques clients, etc. Et du coup, dont un des clients qui était Brix, du coup, au début, à la Carrément. création de Brix. Ah ouais. C'est ça, c'est comme ça un petit peu que ça a commencé. Donc pendant mes 2 années de master, on devait développer un projet entrepreneurial. Et moi, je voulais investir dans l'immobilier, mais j'étais alternant. Ouais. J'avais quand même des revenus en freelance. Je gagnais bien ma vie, j'étais content, mais pas de bilan. Enfin, Ouais. impossible d'investir. Je me prenais des portes à tout va. Et je me suis dit, comment on peut rendre ça plus accessible? Et du coup, pendant 2 ans, en fait, j'ai développé cette idée qui était inspirée aussi de modèles en Amérique. Enfin, il y avait Realty, des boîtes comme ça. Et du coup, je voulais faire un peu ce modèle-là. Et il y a un de mes profs qui a bossé avec Cédric, du coup, chez 1001 Pharmacie, qui me dit, il y a quelqu'un à Montpellier qui fait le même projet. Contacte-le pour ton oral si tu as des questions d'un point de vue juridique, etc. Et du coup, je me dis, bon, je vais regarder Cédric sur LinkedIn. C'est quoi la boîte qu'il monte? Là, ton DUT, il était à Montpellier, celui-là? Non, mon DUT c'était à Chambéry et Ah ouais. après je suis allé à Digital Campus à Montpellier. D'accord, Donc ah ouais. pour mon master. T'as la liaison prof de Chambéry qui connaît. Non, c'était prof à Montpellier, pardon. Ouais, Ah, ok. dans l'histoire, en gros, j'ai fini mon DUT, j'étais intéressé par le marketing digital. Ouais. Et ensuite, j'ai fait une école de marketing digital à Montpellier. Ok, et c'est le prof de Montpellier Et qui c'est t'a- le prof de Ah, Montpellier, parce du que coup, je me qui disais- travaillait avec Cédric Ouais. à l'époque et qui m'a dit contacte-le pour son oral. Du coup, moi, je cherche Cédric sur LinkedIn et je vois qu'en fait, il a une offre de poste, grosse marketing, etc. Et il avait mis un salaire un peu aberrant. Et du coup, avec un pote avec qui on a fait cette agence, on s'est dit ouais, let's go, on le contacte et on va voir ce qu'on peut faire. Enfin, moi, ça fait 2 ans que je travaille sur la strat marketing de ce projet-là. Par contre, en immobilier, en finance, je suis moins bon. Comment on peut allier nos forces pour en faire quelque chose? Du coup, je lui envoie un message pour lui dire voilà, on a pensé à quelques actions pour Brix et tout. Est-ce que tu veux qu'on teste quelque chose ensemble? Et là, lui, ce qui était hyper cool, c'est qu'il était hyper ouvert et curieux. Du coup, Ah, il a l'air, hein. ouais, Ah, ouais, il ouais. nous a Il appris. teste beaucoup, hein. Ouais, il adore tester et Ouais. justement c'est une de ses grandes forces et Ouais. ce qui fait aussi la force de Brix, c'est qu'il nous a fait confiance alors qu'on sortait d'école, j'avais 23 ans. Quand j'avoue, là, Euh, le pari, il est. Ouais, bah, quand tu montes une boîte comme ça avec toute l'expérience qu'il a eue avant, tu peux te dire qu'il va chercher des gens capés ou même investir dans des agences plus renommées ou des choses comme ça. Et il a fait confiance à 2 jeunes sortis d'études en alternance quoi. Qui n'avaient pas trop fait leurs preuves. Nous, on avait des preuves quand même sur des clients accompagnés par Ouais. le passé. Mais tu vois, pour avoir discuté avec lui, alors tu le connais mieux que moi, mais en fait, je pense que tellement tu as été vacciné pendant X années d'avoir payé des gens, des agences, hein, des fortunes, hein, Mm. ou des salariés dits capés, des fortunes, qu'à un bon moment, tu écoutes un peu ton instinct. Ouais, Et nous, je parle aussi pour ma parole, c'est qu'on a payé des gens numéro 1 sur les Google, et au final, ça apporte rien. En fait. bah, c'est justement en plus c'est l'approche que nous on avait, c'était que bah moi j'avais bossé en alternance en agence Ouais. et du coup je savais ce qu'on vendait aux clients
Et souvent, quand tu es dans des agences où même les fondateurs sont un peu de la vieille école, on va te vendre de la stratégie, de la théorie et des trucs qui, même moi, en cours, m'insupportaient. Enfin, je supportais pas tout ce qui était théorique. Du coup, je suis allé avec une approche vraiment de pratique. C'est, voilà, j'ai 3 actions, on les teste, on voit ce que ça donne, tu vois. Et du coup, on est venu, on a fait un call avec lui, il nous a dit venez me rencontrer, on allait du coup dans ses bureaux qui était son appartement à l'époque, puisqu'il était tout seul, et on a dit, bah voilà, il y a ces 3 actions, viens on les teste, des petits hacks grosses comme on était à l'époque, et du coup on a commencé à tester ça en Presta, et petit à petit, donc là aujourd'hui, Brix, il y a quand même presque 400 000 utilisateurs, mais à l'époque, quand il y en avait 10 à la semaine, on faisait la fête, quoi, on était contents. Du coup, on lançait ces petites actions, petit à petit, ça commence à fonctionner, et du coup, Cédric aussi nous fait confiance, et du coup, nous demande, est-ce que vous savez faire ça? Est-ce que vous pouvez refaire le site? Est-ce que vous pouvez refaire ci, refaire ça? Et nous, du coup, on pouvait le faire, donc oui, on peut, oui, on peut, oui, on peut. Alors du coup, il y a une question, je n'ai pas du tout prévu de la poser, mais là, elle me vient. C'est, ok, tu as commencé avec Brix, mais quelles actions vous avez fait les premiers mois pour gagner ces utilisateurs? Parce que je sais qu'un peu ce qui a fait un peu exploser Brix, c'est un peu, il a fait beaucoup d'influence, je crois, à YouTube, c'est ce qu'il m'avait dit. Ouais. En on et après, en je pourrais expliquer un peu plus dans le détail. Tu dis ce que tu veux, moi, il n'y a pas de piège, c'est juste qu'en fait, c'est même pas parler de Brix, c'est de comprendre le levier, l'apport de Johan Ross et ce garçon, ton associé. Ouais, Roman, c'était. Roman. Ouais. Bon, voilà, on le salue. Et du coup, c'est qui de ces 2 mecs là qui venaient de Chambéry là, de leur montagne, qui arrivent dans le sud, et qui arrivent à faire gravir le nombre d'utilisateurs et de là où ça en est avec ces 400 000. Déjà, ça a pris avec le temps aussi. On n'a pas pris 100 000 utilisateurs du jour au lendemain. Ah bon? Mais l'idée, c'était vraiment en fait d'y aller par étapes. Et ce qui était bien, c'est que justement, on avait un peu cette naïveté et notre jeunesse pour dire, en fait, on n'a pas eu d'expérience vraiment passée d'une success story de boîte, donc on a fait que ce qu'on aimait faire et on regardait pas de concurrents. Déjà ça c'était un truc, nous on faisait du Brix et on regardait genre 0 concurrent et on faisait vraiment ce qu'on pensait qui pouvait fonctionner, quoi. Du coup, quelques premiers hacks qu'on avait fait, c'est déjà de 1, nous on avait une approche vraiment grosse, donc on met pas beaucoup de budget et on essaye de faire de grandes choses plutôt que des strats justement à l'ancienne où on prévoit un budget de 200 000 € et on l'investit sur tel ou tel canal. À l'époque, c'était vraiment on part de rien et on bâtit, quoi. Et du coup, on est parti en se disant, qui est intéressé par l'investissement immobilier? Des personnes, du coup, qui veulent acheter des biens immobiliers ou en tout cas investir dans du locatif. On va où? Sur Le Bon Coin. Du coup, Le Bon Coin, on s'est dit, c'est un endroit où il y a notre audience potentielle. Du coup, un des premiers hacks, c'était de créer des annonces Le Bon Coin. Bon, après, c'est pas des trucs très très bien à refaire si aujourd'hui on le referait pas. Instinctivement, tu vois, j'aurais pas dit que c'était votre clientèle, mais tu vois, à tort peut-être. Ouais, nous, de base, on s'est dit, se lancer à partir de 10 €, c'est bien, mais pour financer un immeuble, il faut quand même des gens qui ont des plus gros tickets, tu vois. Du coup, on s'est dit, on va aller sur Le Bon Coin, il y a des personnes qui veulent investir, et ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des annonces avec, du coup, par exemple, le prix marché d'un immeuble de rapport, il était de 400 000 €. L'annonce, elle était à 420 000. Du coup, on avait beaucoup d'appels. Et sur ces appels-là, en fait, il y avait une automatisation qui était faite. C'était les personnes qui appelaient, du coup, le téléphone ne répondait pas, ça raccrochait. Et ça envoyait automatiquement un SMS pour dire je suis vraiment désolé, l'immeuble, il est plus en ligne. Par contre, si tu veux, on a d'autres offres qui sont sur Brix. Et du coup, tu peux investir à partir de 10 €. Et donc là, il y avait 50% de gens qui étaient en mode « Ah merci, je vais aller voir, etc. » Donc ça nous faisait nos premiers inscrits. Et il y avait 50% qui nous envoyaient des emojis fuck. Bande de cons. Et du coup, c'est ces petites actions-là, justement, qu'on pouvait faire, ou alors aller dans des groupes de personnes intéressées par l'investissement immobilier et leur proposer la solution et vraiment leur envoyer des messages privés. On essayait d'automatiser un maximum de choses parce que sinon, ça prenait trop de temps. Mais sur Le Bon Coin, par exemple, à un moment, on avait un téléphone avec une extension de 12 cartes SIM
qui prenait tous les appels. Et c'était, mais voilà, aujourd'hui, c'est bien pour se lancer, mais en fait, on le referait jamais parce que ça sert pas à grand chose. On va pas financer un immeuble avec ça. Non. Mais du moins, ça faisait les premières actions, on commençait à se faire connaître. Et petit à petit, après, on a quand même mis des fondamentaux avec quelques articles de presse, commencé à démarcher quelques petits créateurs de contenu qui étaient intéressés par l'investissement immobilier. Et de ça nous a fait une image. Un peu de visibilité. Et du coup, c'est derrière comment nous, ce qu'on a su faire, c'est dès que tu as un petit pic de visibilité, c'est comment tu arrives à faire en sorte que les gens, du coup, continuent à te voir et du coup, restent sur la plateforme ou en tout cas s'inscrivent sur la plateforme. Et du coup, l'important, c'était de déployer tous les autres canaux pour maximiser, on va dire, les points de contact qu'un utilisateur pouvait avoir de l'image de Brix. Du coup, on a lancé un peu d'ads, du retargeting avec des messages particuliers, de nouvelles opportunités, de choses comme ça, et vraiment matraquer un peu le message à un moment, les gens, limite, un peu plus tard, mais les gens pouvaient plus entendre parler de Brix quand on avait des messages au service client, on vous voit partout. Mais pourtant, il n'y avait pas tant de budget, c'est ça qui était ouf. Non, mais tu vois, par exemple, j'ai une question au début, quand on s'est lancé, qu'on nous a posée, et d'ailleurs, c'est plutôt à ta jeunesse et ton côté marketing que je la pose, le fameux persona. Ouais. Moi, j'ai une théorie. Alors, je préfère te donner ma vision parce que comme ça, on pourra pas dire ouais, c'est biaisé, t'attends sa réponse. Non. Moi, je trouve que le persona, c'est fini. Alors, faut que je mesure mes propos. C'est pas que c'est fini, mais je trouve qu'au début, tu peux pas le détourner. T'as totalement raison et justement, on déplaira à tous mes profs en marketing, mais on les embrasse. on les embrasse. Gros bisous à vous. Mais le truc, c'est que justement, comme je te disais, nous. On va pas définir vraiment de stratégie au départ, c'est qu'on va définir un petit plan d'action et de ce plan d'action, on va du coup acquérir nos premiers utilisateurs. Et tu vas itérer. Et en fait, on itère. Vraiment, c'est test and learn un maximum. Et c'est après, on se rend compte de quel type d'utilisateur du coup est le plus représenté sur la plateforme, investit le plus. Et derrière, justement, on va dessiner un segment, en tout cas on parle beaucoup en segment, mais ce segment-là de personnes qui est intéressées par Brix. Et du coup, derrière, on se pose la question de comment on va chercher ce type de personne-là qui est vraiment intéressé par Brix et investi sur Brix, tu vois. Et du coup, derrière, on va se poser les bonnes questions pour savoir où ils se trouvent, comment les toucher, quel type de message il faut leur envoyer. Mais de base, je suis d'accord avec toi, on définit pas C'est difficile, on a des idées, mais ça sert à pas grand-chose, quoi. Faut tester, faut lancer des trucs pour se rendre compte de qui aime la solution. Nous, on a payé une fortune une agence il y a 2 ans. Et du coup, ils commencent à te dire le persona, le ICP, le machin, le truc. 6 mois après, j'entends le fondateur dire le persona, c'est rien. Mais c'est les mots théoriques, en fait. Merde, quoi. Je sais pas, moi j'ai envie de dire, des fois il y a des agences comme ça qui vont te donner, on va dire, tous ces termes techniques et ça va t'impressionner quand tu t'y connais pas, parce que tu dis ah oui, ils s'y connaissent. En fait, ça donne une impression d'expertise et tu as l'impression qu'ils s'y connaissent. Et en soi, il y a des bonnes pratiques, mais derrière, il faut juste lancer des actions. Faut arrêter de parler 12 000 ans et c'est bon, on pose ces actions-là, on teste, ça fonctionne pas, on arrête tout de suite. Ouais. Mais l'important, et ce qu'on a bien fait chez Brix, c'est qu'on était flexible. C'est qu'en fait, on pouvait lancer une landing page, des ads et toutes les créas qu'il fallait faire et même du montage vidéo en un jour. Ouais. Et du coup, on était 2, on a toujours été 2 au marketing et on faisait ça en un jour. On testait sur 4-5 jours, ça marchait pas, on changeait direct. Et en fait, on analysait un petit peu toutes les perfs qu'on avait, que ce soit même les heatmaps de la landing page pour savoir où les gens cliquaient, quel type d'arguments, en tout cas, les intéressait le plus. On a pris ces arguments-là, on les a mis en ads, tu vois. Et c'est vraiment, en fait, itérer, et surtout être rapide et flexible. Et pas se poser sur une grosse stratégie et se dire 6 mois après, ça n'a pas fonctionné, tu vois. C'est vraiment, c'est à la semaine, grand max. Ah ouais, c'est-à-dire vous attendiez pas 15 jours pour avoir des retours, en tout cas, c'était vraiment... c'est court quand même, 7 jours, ça me semble court. Hein. Ouais, c'est assez court, mais du moins, en fait, tu t'optimises. C'est que tu n'es pas obligé de tout changer, mais tu peux optimiser. C'est par exemple, sur 7 jours, tu as lancé des ads, tu as des créas qui fonctionnent pas, tu vas les optimiser au bout de 7 jours, tu n'as pas besoin d'attendre 15 jours, tu vois. Et du coup, sur les 7 jours d'après, tu vois si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, bazarde et refais tout. Et ça, c'est pas grave de bazarder en soi. C'est juste qu'il faut réussir à être flexible. Et quand tu bosses avec des agences, ce qui était bien avec nous aussi et pour Cédric, c'est que nous, du coup, on kiffe travailler. C'est vraiment une passion, tu vois.
le marketing, c'est notre passion. Du coup, en fait, pouvoir refaire les créas et notre travail 12 fois, c'était pas un problème. Ouais. Tu le fais avec une agence, ça va te coûter cher. Mais je transpose avec. Parce que c'est pas l'avantage, mais le modèle est différent, c'est que déjà, il y avait deux choses. Le modèle était de financiariser l'immobilier. Donc, en fait, c'est une espèce de digitalisation. Ouais. Et puis, le modèle choisi par Cédric au départ, par Brix, on va pas mettre forcément Cédric au milieu, mais le mode de royalties a cassé le game. Ouais, justement, il y avait des arguments à mettre en avant qui permettaient de démocratiser ça. C'est le côté aussi revente sur le marché secondaire, Ouais, tout à fait. qui te permet de t'offrir une certaine liquidité. Tu as aussi le côté rendement du coup mensuel, qui est intéressant, et du coup la plus-value aussi à la sortie des biens. Donc il y avait beaucoup d'arguments. Quand on a lancé le modèle en obligation, on s'est beaucoup posé la question de comment on pouvait retrouver justement ce modèle-là, parce qu'on avait peur que notre base utilisateur se dise « Ah mais en fait ce modèle-là en revenu fixe, il n'y a pas de plus-value, c'est un prêt, ça m'intéresse pas ». Ouais, mais tu vois, moi, j'ai été critique bienveillant envers Brix. C'est-à-dire que moi, au début, parce que le monde du royalty, je le connaissais par le biais de la franchise. Donc, je savais que c'était un modèle français qui fonctionnait. Mais appliqué à l'immobilier, et là où Cédric a eu raison, je trouvais qu'il avait raison, mais moi, le modèle ne me convenait pas au début, c'est qu'en fait, c'est qu'il y avait un vide, mais complet. Un vide à quel niveau? C'est le vide juridique par rapport à un moment donné, c'est que quand tu commences à faire investir la masse que vous aviez, et c'est ça qui a fait peur. Ouais. Vous auriez été 10 dans votre coin à faire des royalties, je pense que ça aurait gêné personne. Et puis peut-être qu'aussi il y avait l'écosystème un peu peut-être du crowdfunding et des obligations qui sont un peu réveillés. Ils ont dit attendez, ils ont peut-être cassé le game, il faudrait peut-être creuser un petit peu. Bon, ça je sais pas trop comment ça s'est passé, c'est pas le sujet. Mais par contre, ce modèle-là aussi vous a créé des torts. Alors maintenant, vous êtes passé en mode obligation, mais en termes de marketing, comment tu as géré toi ça? L'histoire est longue, hein, mais déjà, tu as raison sur le fait que... Dis des points clés, après tu peux rentrer dans le détail. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de truc caché ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand on a lancé le modèle en royalties, au début, quand tu n'as pas beaucoup de place dans le marché et tu n'as pas beaucoup d'utilisateurs, je veux dire, tout le monde s'en fout en quelque sorte, quoi. C'est une nouvelle boîte, c'est cool ce qu'ils font, tu regardes d'un coup d'œil et pas plus. Mais moi, en tant que Montpellierin, quand j'ai vu ces premiers trucs sortir, j'ai dit brillant. Je savais pas que c'était Cédric derrière. Ouais, mais en tout cas, voilà, ça, tu le regardes, mais quand on commence à lever des sommes beaucoup plus importantes, là, du coup, tu as des anciens acteurs du marché qui se disent attends, ce modèle-là, nous, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on a beaucoup de régulations. Et c'est normal aussi qu'ils se disent attends, ce contrat-là, oui, ils n'y ont pas pensé non plus, mais du moins, en tout cas, eux, ils avaient beaucoup de barrières, et nous, ça nous permettait du coup d'entrer dans un marché avec beaucoup plus d'avantages. Donc ça faisait peur, et c'est là que quand on a commencé à lever des grosses sommes, y a beaucoup d'acteurs qui se sont plaints aux autorités pour qu'on puisse rentrer dans un cadre régulé, et en tout cas sous l'AMF. Du coup, c'est vraiment ça au début qui a fait peur à tous ces acteurs-là. Et après, comment en termes de com on gère ça? En fait, comme je te disais, nous on regarde pas ce qui se passe à l'extérieur, donc on regardait pas trop ce qui se passait. Nous on pense à notre expérience client, faire en sorte que ce soit la meilleure possible, qu'on sécurise un maximum les gens. On a des critiques, on a des gens qui nous adorent. Les critiques, on essaye de les gérer au mieux. C'est ok, t'aimes pas la solution, pourquoi? Comment on peut améliorer ton expérience? Et ça, vraiment, pour le coup, on écoute beaucoup notre communauté. On répond à presque tout dès qu'on peut. Après, des fois, il y a beaucoup trop de messages, mais on répond à tout. Et en fait, si on peut améliorer la solution grâce à quelqu'un qui s'est plaint, à un moment, on avait un de nos plus gros détracteur qui nous allumait sur LinkedIn, dans sa newsletter, enfin un peu partout. En fait, on l'écoute. Ah oui, oui. On l'écoute, et qu'est-ce que tu nous reproches? Ok, tu nous reproches ça. Certes, il y a des choses on a déjà pensé, il y a des choses on n'a pas pensé. Si on n'y a pas pensé, on va le mettre en place, et vraiment, merci d'avoir remonté l'info, tu vois. Mais par contre, nous, on a toujours été du principe de sécuriser nos investisseurs et faire en sorte qu'ils aient la meilleure expérience possible. Il y avait pas de... Tout le monde nous prenait pour des requins, mais il y avait nous, on n'était vraiment pas des requins, quoi. On faisait notre aventure et on voulait juste développer Brix comme il se doit, et pas plus, quoi. Donc ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que le marketing de crise que vous avez vécu,
En fait, bon, vous l'avez. On en a eu beaucoup. Ouais, non, mais oui, non, mais c'est sûr. Mais je veux dire, c'est que bon, vous avez pris le problème un par un et vous les avez réglés un par un, quoi. C'est ça, c'est qu'à chaque problème, du coup, on trouve une solution. Parfois, il y a des plus grosses crises, bah, même en termes d'image et tout, c'est difficile. Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est naturel. Ça montre aussi, en tout cas, Cédric te le dira, mais lui, ça ne lui dérange pas du tout, tu vois. Il y a plein de fondateurs qui auraient pu trembler et se dire, putain, ma boîte, elle est finie, il y a beaucoup de gens qui en parlent mal, Ouais, etc. ouais. Mais lui, je pense qu'il a déjà vécu certaines choses qui font que maintenant, il a Capacité ouais, d'encaisser et une capacité de digérer. d'encaisser et de continuer à aller vers l'avant qui est très forte. C'est que même nous, en tant que jeunes dans cette expérience-là, il y a des choses en tout cas qui peuvent prendre peur parce que parfois lui, il est un peu plus distant face à ça. Moi, je me prends tout en frontal. C'est mon taf. Tu te prends des messages, c'est toi qui lis les commentaires sur les réseaux, c'est toi qui y Ouais, réponds, ouais. c'est toi qui te prends tout. Et parfois, c'est difficile aussi, tu vois, Ouais. tous les jours. Tu te dis, attends, j'essaye de faire quelque chose de bien pour développer la boîte, pour créer une belle image et on se fait défoncer. Et en fait, bah, c'est pas de ta faute si les gens aiment pas le modèle ou en tout cas trouvent des problèmes au modèle. C'était quoi les plus gros reproches qu'on vous faisait? Bah, en fait, j'ai envie de te dire, il y a pas de... En fait, c'est sur le modèle Le ouais, modèle? le modèle, le fait que ce soit pas dans une zone grise, donc il n'y avait pas forcément d'agrément derrière. Ouais, C'était des reproches surtout de personnes qui ont soit voulu faire le projet, ouais, soit ont une boîte concurrente, tu vois. Après, en tant qu'investisseur, en fait, ouais, t'as pas forcément trop de reproches. Bien sûr, vu que les revenus en royalties sont variables, tu as des reproches sur le fait, bah, des fois, quand tu reçois pas 4,50 de loyer sur ton investissement, mais tu reçois 4,19, bah, du coup, c'est moins que prévu. Donc là, tu as des reproches à ce niveau-là. ouais. Mais nous, du coup, on fait tous les efforts en gestion derrière, parce qu'il y a aussi les agences qui gèrent les biens, parce que quand on était en royalties, c'était Brix qui achetait les biens. Et oui, oui, C'était bien ça sûr. aussi la grande différence. Ouais. Donc tout le risque était, enfin pas le risque, mais en tout cas toute la charge était sur nous. Et Vous du en avez coup, encore des produits comme ça? ouais, parce que du coup, on a tout le parc. Enfin, Ouais. nous, on n'en fait plus. Mais Oui, par oui. contre, on a tout le parc à gérer. Donc, ouais, on a 50 millions en gestion. Ouais, ça va, ouais. Ouais, Du coup, on a tout ça. Et en fait, même là, aujourd'hui, avec le modèle en obligation, il y a ce modèle en royalties qui vit encore. Et du coup, c'est un peu deux choses à gérer différemment sous une même communauté. Donc, tu as des gens qui ont leur expérience en royalties et des nouveaux en fait qui n'ont pas connu ce modèle-là parce qu'il est plus du tout accessible sur la ouais, plateforme. Tu peux pas, ouais, quand tu es nouveau en d'accord. obligation, tu t'es inscrit après une certaine date, tu peux pas acheter sur la marketplace, tu peux pas avoir des royalties. Ok. T'es que en obligation. Du coup, tu as les deux modèles qui gravitent. Et en fait, petit à petit, vu qu'on est en gestion extinctive sur les royalties, bah, on essaye de vendre aussi certaines opportunités quand c'est opportun. Ouais. Et après, sinon, les autres, on essaye de les gérer au mieux, enfin, comme le modèle de base, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Mais du coup, bah, les critiques des gens, c'est basé sur parfois, j'ai envie de dire, un peu de jalousie. Aussi une mauvaise expérience, mais comme ça peut arriver dans toute boîte. Et après, nous, on fait en sorte d'améliorer l'expérience quand ça va pas. Et sur la critique des gens, bah, en fait, on écoute et tu peux pas trop répondre, quoi. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui a fait que. Parce que bon, t'as donné quelques hacks d'aller chercher les premiers utilisateurs, c'est cool. Mais qu'est-ce qui a fait est-ce que c'est une succession de hacks ou c'est à un moment donné, il y a eu comme disent les start-upers, un game changer, une personne, une influence, je sais pas, un investisseur, je sais pas. Qu'est-ce qui a fait que ça. Nous, on n'a jamais eu déjà d'investisseurs institutionnels, ni même de conseillers en gestion de patrimoine. Et c'est ça Ouais, aussi qui est fort dans le modèle de Brix et dans la communauté qu'on a qui est très engagée, c'est que des particuliers. ouais, Et il y a aussi des sociétés qui investissent, mais des sociétés de particuliers, quoi, des auto-entrepreneurs. ouais. C'est pas des grosses sociétés qui mettent des gros billets. Du coup, c'est vraiment une succession d'actions. Comme je t'ai dit, là où on était bon, c'est à chaque fois qu'on avait un pic de visibilité qui peut venir d'un créateur de contenu, parce qu'il y en a eu plusieurs, qui peut venir d'un article de presse, qui peut venir... Après, on a eu, je te parlerai de Capital aussi, du coup, sur M6, qui a été vraiment ça, pour le coup, assez game changer Ah ouais. Ah, d'accord. dans l'histoire de Brix. Mais avant Capital, tu vois, on avait déjà presque 100 000 utilisateurs. D'accord. Donc, c'était pas non plus... enfin, il y avait déjà des choses qui avaient grandi. Mais, donc, on a pris des créateurs de contenu, que ça faisait partie un petit peu de la strat. Et quand ces créateurs de contenu-là parlaient de la solution, tu avais un pic de trafic. Et en fait, ce pic de trafic, du coup, tu en as qui s'inscrivent, il y en a qui ne s'inscrivent pas. Et là où on était bon, c'était comment on reciblait
les personnes qui s'étaient pas inscrites du coup. Mais ils nous avaient déjà vus une fois. Du coup, avec du retargeting en publicité, avec le fait d'être très actif sur nos réseaux sociaux en organique, avec aussi le parrainage qu'on avait sur la solution, bah, en fait, une personne nous voyait 3-4 fois minimum. Ouais. Et du coup, il y a un moment où en fait, ils s'intéressent vraiment à la solution. Et après, si la proposition de valeur de Brix leur intéresse, bah, du coup, Ouais, ils s'inscrivent. ils s'inscrivent. Et derrière, c'est après leur expérience, comment ils s'activent aussi dans la solution. On a des mails assez pédagogiques, on met en avant aussi les opportunités. On fait aussi des lives avec les porteurs de projets maintenant en obligation, donc ça intéresse et du moins les gens entendent des histoires des porteurs de projets, entendent les business aussi des porteurs de projets quand c'est des business à exploitation. Donc c'est de la communication vraiment régulière. On a été très fréquent, très régulier et aussi le côté pushy, je dirais pas pushy trop hardcore, mais c'est une image d'une boîte qui est de base dans l'investissement, dans la finance et l'immobilier qui est assez poussiéreux, bah là on est venu avec une image un peu plus jeune, un peu plus dynamique et on n'a pas que des jeunes. C'est ça qui est marrant, c'est que ça plaît pas que aux jeunes. Ouais. Donc tu vois, si on avait dessiné notre persona à la base, investir des 10 euros et que du coup ça avait dessiné notre strat de Brix et en tout cas cette image-là orangée, jeune, avec un discours vraiment simple, bah peut-être ça aurait pas plu à quelqu'un qui avait 40 ans, 50 ans, CSP++, tu vois. Et au final, ces personnes sont aussi inscrites sur Brix parce que ils aiment ce renouveau, quoi. C'est différent d'un placement qu'ils peuvent avoir avec leur banquier, qui est on fait un rendez-vous, place-moi mes 20 000, passe-moi mes 50 000. Et il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'humain derrière, quoi. C'est aussi l'aventure de Brix que les gens ont suivi. Moi, j'ai vu quand vous avez cassé un peu le game il y a 3 semaines. Tu sais, on dit souvent, il y a l'histoire en marketing quand ouais, si ma grand-mère utilise le bon coin, ça veut dire que tu es connu de tout le monde. Tu sais. J'ai un copain à moi qui n'est pas du tout connecté. Et c'est suite à l'un de mes podcasts, je sais pas, ou peut-être celui avec Cédric, hein, il me dit j'ai mis 3 000 euros chez Brix. J'ai dit putain, mais c'est un truc de fou. Et Non, là, mais tu t'es dit, ça a touché des personnes qui de base n'étaient pas. Exactement, et ça m'a fait l'histoire de cette étude de cas de Le Bon Coin en disant ouais, en fait, ils sont rentrés dans des gens, dans des ménages. Mais complètement que pour moi, jamais. Mais là, il me dit écoute, ouais, j'ai un peu d'IMO, j'ai fait de l'immobilier, il en a fait un peu. Il me dit Jean, tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça cool. Parce que bon, là, je tire une balle dans mon business, mais l'immobilier locatif comme nous on le fait, oui, tu as un taux d'emmerde plus élevé, c'est évident. Il y a d'autres avantages, d'autres inconvénients, mais il est vrai que quand tu investis à Brix, tu mets 3 ou 4 ou 5 ou 10 000 balles. Après, ça reste différent parce que tu peux pas faire de crédit pour investir ou quoi. Tu sais, dans Brix, tu places ton épargne. Et du coup, tu fais travailler ton épargne, mais l'investissement locatif, ça reste qu'il y a beaucoup d'autres avantages. Ouais, non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est ultra complémentaire. Mais là où j'ai pas pensé, là pour conclure mon discours, c'est que vous êtes rentré chez des gens et qui font qu'en fait ces gens-là vont en parler à des gens encore moins convaincus que eux l'étaient. Bon bref, après ça fait un effet. Mais c'est ça, et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes lambda, pas spécialisées investissement. Du coup, dès le début, en fait, vu que nous, par exemple, avec mon pote, quand on a lancé l'agence, si tu prends une agence, en tout cas, qui est spécialisée, elle va se dire on va directement aller voir une audience de gens qui investissent sur d'autres plateformes. Sauf que nous, on n'en connaissait pas tant. Donc, en fait, on a ciblé des gens lambda dès le début. Pourtant, en crowdfunding, il y en a même avant que vous soyez là, il y en avait... mais nous, tu vois, on était vraiment dans le market, mais les plateformes de crowdfunding, on n'en connaissait pas tant. Enfin, on regardait même pas. Ouais. Et du coup, vu qu'on faisait de l'immobilier fractionné, tu vois, le terme vraiment crowdfunding immobilier... nous, en tout cas, au départ, quand j'avais 23 ans, sorti d'école, j'en avais jamais trop entendu parler. Tu vois, je connaissais les crowdfunding de sociétés avec des campagnes pour lever des sous pour ta boîte. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas du tout la même chose. Mais je connaissais pas du tout, en tout cas, dans l'immobilier, ce genre de placement. Donc, en fait, directement, on allait toucher des personnes lambda et plus, du coup, on s'est intéressé au business quand on était en externe encore, tu vois. Plus on s'est dit, en vrai, ça serait bien d'aller chercher des gens spécialisés. Et du coup, c'est là qu'on est allé justement sur des créateurs de contenu spécialisés investissement, suivis par une audience du coup qui était déjà avec une appétence à l'investissement. Et aussi, c'est là qu'on a eu à la fois nos
des utilisateurs vraiment, on va dire, engagés, parce qu'ils adoraient la solution, et des utilisateurs qui connaissaient déjà plein d'autres plateformes. Donc pour eux, c'était pas nouveau, et ils trouvaient facilement la critique à des détails de Brix, quoi. Le fait que ce soit, il n'y ait pas d'agrément, enfin ces reproches autour de tout ça, quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la différenciation entre Brix et les autres, toi, d'un point de vue marketing, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que vous êtes sur des typologies de projets qui sont complètement différents, Alors, surtout en termes d'exploitation. ouais, il y a plein de choses. Déjà, dans la typologie de projet, c'est vrai que c'est différent. Le crowdfunding, ça reste que de base, il y avait beaucoup de promotions neuves, des choses comme ça. Ouais. Nous, vu qu'on avait commencé avec les royalties sur du résidentiel, ou aussi de la courte durée, mais du résidentiel, on voulait garder ce modèle-là de revenus mensuels en fait. Ouais. Du coup, ça nous a attiré vers des porteurs de projets qui avaient des business à exploitation, donc de la courte durée, des logements atypiques. Il y a encore Sovila, c'est les séminaires, enfin des business de séminaires en tout Je connais cas, très bien, ou de VG pour des gros groupes de personnes. Ouais. Et en fait, ça nous amenait à avoir ce type de projet-là. Et après, on a commencé à faire aussi du marchand de biens, parce que les gens aimaient bien les horizons courts dans leurs investissements. Donc c'était de l'achat-revente, 1-2 ans, c'est pratique. Maintenant, on a tout. On a aussi des biens, des biens plutôt d'exception, avec le château de Tony Parker, etc. Mais Ouais. ça, c'est aussi... Pour moi, c'est 50% marketing, il y a 25% business. Non parce que, ça reste que ça donne une belle visibilité, bien sûr. mais c'est aussi bien pour le porteur de projet qui permet aussi de donner de la visibilité à son projet. Si Tony veut investir dans les passoires thermiques, je donnerai mon numéro. mais ouais, donc il y a cette typologie de projet sur Brix qui reste différente. Ouais. Après, il y a aussi du coup les revenus fixes mensuels qui sont nos utilisateurs peuvent toucher des intérêts tous les mois, donc du coup les réinvestir dans d'autres projets, et ça c'est plutôt fort. Et après, ça reste l'expérience de la plateforme. Nous, on a toujours eu une vision assez start-up tech, plutôt que IMO vraiment à l'ancienne. Du coup, il y a l'expérience des gens quand ils s'inscrivent, c'est fluide. Quand ils investissent dans les projets, c'est fluide. Quand ils suivent leurs revenus, ou en tout cas, vraiment toute cette expérience-là d'investisseurs sur la plateforme, on fait en sorte que ce soit le plus fluide et facile possible. Mais du coup, les levées de fonds que vous avez fait, j'ai l'impression que vous étiez un peu malin, un peu des hacks, tout ça. La levée de fonds que vous aviez fait, La levée de fonds communautaire ? Ouais, ou même, moi j'englobe tout, communautaire ou auprès de... On n'a pas fait de levée de fonds avec des investisseurs. D'accord. Ouais. Vous avez fait que la communautaire? Ouais, en fait, de base, donc Cédric a lancé Brix en fonds propres. Après, il avait fait une petite levée avec des business angels, mais vu qu'on commençait c'est peut-être ça que je confonds. Alors. Ouais, mais vu qu'on a commencé l'activité assez rapidement et que ça commençait à accroître assez vite, en fait, on n'était que sur les fonds de l'entreprise. Du coup, l'argent investi, c'était l'argent qu'on gagnait, et on réinvestissait tout ce qu'on gagnait, que ce soit en publicité, que ce soit en équipe, etc. Et du coup, on n'a pas fait de levée de fonds vraiment avec des institutionnels ou des ventures ou quoi. Et il y a un moment en fait où il y avait vraiment une image de Brix assez forte, et du coup notre communauté nous demandait si on pouvait investir dans la boîte. Ouais, c'est là où ça a cassé un peu le game. C'était avant la MF, là, les quelques mois que nous a expliqué Cédric. C'est ça. Et du coup les gens nous disent on adore votre solution, et comme je disais, ils suivaient aussi l'aventure de la startup Brix et à côté des immeubles, et du coup il y en a beaucoup qui voulaient investir dans la boîte. Et là on s'est posé la question, on s'est dit comment on peut faire en sorte que les gens puissent investir dans la société. Et du coup on s'est dit on n'a pas forcément besoin d'argent, mais ça nous permettra d'engager encore plus notre communauté, faire en sorte qu'il y ait, du coup vu qu'il y a plein de concurrents aussi qui se sont développés, on s'est dit que si les personnes investissaient dans l'entreprise, ils vont pas forcément aller voir d'autres plateformes pour diversifier leurs investissements, quoi. Ils vont investir dans la boîte dans laquelle ils ont investi, ça paraît logique pour la soutenir, et aussi parce qu'ils aiment la solution. Et du coup, on a fait cette levée de fonds communautaire. Ok. Et du coup, ouais, pas plus. Bon, non, mais tu vois, donc il y a quand même des BA là-dedans, mais minoritaires, quoi, en fait. Ouais. Bon, ok. C'était vraiment au début avec Cédric. Donc Tony Parker, c'est quoi? C'est de l'image, du coup? Tony Parker, du coup, il a investi dans la société aussi. Donc, nous, on voulait... Ah, ça faisait partie du premier pool de BA? Non, c'est à la levée de fonds communautaire. En fait, okay. Il est rentré aussi à ce moment-là. Parce que nous, quand on a fait la levée de fonds, on s'est dit, il faut qu'on... Brix, c'est une boîte jeune, mais ça parle d'investissement. Et il faut qu'on arrive quand même à créer de la confiance. Et plus on va grandir,
ça reste qu'il y a beaucoup de gens qui disaient on adore votre solution, mais vous n'avez pas 10 ans derrière vous pour prouver que c'est vraiment solide. Et ça, c'était très difficile à créer en market. Comment tu vas créer cette confiance-là de sécurité, d'ancienneté et vraiment montrer notre expertise. C'est sûr qu'avoir Tony Parker dans le cercle, à c'est un effet d'halo, ça veut dire à que ce moment-là, on n'avait même pas 1 an, tu vois. Oui. Donc c'est compliqué en tout cas de montrer tout ça, et on s'est dit si on avait en tout cas une personne qui était aimée des Français, qui représentait en tout cas une grosse image, ça pourrait nous permettre en tout cas d'installer Brix comme une boîte plus solide, quoi, et de conforter, on va dire, le côté confiance, sécurité et grosse boîte. C'est réassurance. Ouais. C'est la preuve sociale, je veux dire. Ça. C'est d'avoir un nom comme ça, c'est du coup, international même, j'ai envie de dire. On cherchait des ambassadeurs, et parmi plusieurs noms qui étaient sortis, il y avait aussi Antoine Dupont à ce moment-là qui avait une belle image, etc. Ah oui, l'original, ok. Mais c'est Tony Parker qui est vraiment ressorti comme nom, et on s'est dit il faut qu'on arrive à avoir Tony Parker en ambassadeur. Et au final, l'argent qui doit être payé à Tony Parker pour son image, etc., il est réinvesti dans la société. Donc, dur de convaincre? Après, c'est Cédric qui a géré. C'est Cédric qui a géré. Et donc, pour le coup, c'est lui qui allait le voir à Lyon, qui a pitché Brix. Et ça a hyper bien fité entre les deux. Donc, nous, derrière, c'était cool parce qu'on avait plein d'actions à faire. Ouais. Mais ouais, non, c'est bien passé. Ouais. Bon. Et c'est quoi ton quotidien là, pour un peu clôturer un peu l'aventure? Quoi, pas clôturer l'aventure, mais clôturer un petit peu le sujet Brix. C'est quoi un peu ton quotidien aujourd'hui? Ouais, moi, mon quotidien, c'est de faire Tout roule? Il y a des moments où tout roulait, des moments où ça roulait moins avec toutes les critiques, etc. Ouais. Mais mon quotidien, c'est de continuer, on va dire, à maintenir la strat qui est en place. Donc faire en sorte qu'on ait toujours de nouveaux utilisateurs, continuer à faire grossir la communauté. Donc, et pareil, nous, on est très dans l'opérationnel. Donc, je vais pas être derrière mon bureau à manager plein de personnes. On a une équipe, mais moi, je fais aussi beaucoup. Je vais encore faire les ads, je fais même encore les posts sur les réseaux. Ouais. Je fais encore plein de choses. Et après, du coup, il y a aussi, je m'occupe du marketing et de la partie service client care. Donc, il y a aussi les personnes, du coup, service client qui répondent tous les jours aux investisseurs. Parce que là, vous êtes combien maintenant chez Brix? Chez Brix, là, on est presque 20. D'accord. Ouais. Ouais, mais alors, vous étiez au village aussi, vous aussi? Ouais, mais vous étiez plus que ça? Ouais, on était plus que ça. Et en fait, après la levée de fonds communautaire, quand l'AMF vraiment nous a demandé de rentrer sous la régulation, on a eu une période de 8 mois de demande d'agrément. Ouais. Et pendant cette période de demande d'agrément, on ne pouvait plus financer de biens en royalties. Du coup, pendant 8 mois, tu vois, c'est compliqué de ne pas pouvoir faire de chiffre d'affaires. Ouais. Cédric, là-dessus, c'est énorme ce qu'il a fait, mais il voulait vraiment sauvegarder un maximum de postes jusqu'à qu'il y ait un moment où, en fait, ça devient compliqué, quoi. Donc, il y a eu un petit choix compliqué de restructuration. Et aujourd'hui, maintenant, on est une vingtaine vraiment à fond sur... Que vit beaucoup d'entreprises. Hein. Faut pas restructurer, c'est pas négatif. Hein, c'est pas négatif, mais c'est des périodes compliquées dans l'entreprise, en interne, avec les relations que tu développes avec chaque personne, etc. Ça reste des choix très compliqués à faire. Et pour le coup, tout mon respect à ce qu'il a pu faire, parce que déjà, il a essayé de faire en sorte de sauvegarder un maximum les personnes, jusqu'à que y a un moment où ça devienne trop compliqué. Et après, il y a le business qui se relance. Donc, comment tu gères cette transition-là? Et du coup, maintenant, on est une équipe à 20 et le business, il repart à fond. Donc, c'est vraiment bien pour Brix. Ok. Donc, du coup, sans transition, toi, marketeur de chez Brix qui vient de tes montagnes, c'est cool. Et Honors, pourquoi? Ouais. Du coup, comme pour faire la transition avec ce que je disais avant, c'est que moi, je parle tous les jours aux investisseurs, que ce soit sur les réseaux, je vois tous leurs commentaires, tous leurs messages, aussi tous les mails qu'ils peuvent nous envoyer. Et du coup, le sujet principal de Brix, c'est l'immobilier. Et vu qu'on est une solution de placement, il y a pas mal de personnes du coup qui placent leur argent sur Brix comme une solution vraiment d'épargne, ils cherchent une renta, mais il y en a qui se posent la question, vu qu'on démocratise pas mal tous les sujets autour de l'immobilier, ils disent pourquoi vous ferez pas, moi je cherche à investir en physique, en tout cas en propre, vous pouvez m'aider. Et du coup, il y a 1, 2, 3, 10, 20, 100 personnes qui te disent moi je veux envie d'investir aussi, comment je fais? Et en fait, nous, si tu te concentres vraiment sur le business de Brix, tu dis désolé,
on peut pas vous accompagner sur ça. Et c'est dommage en soi, Ouais. parce que du coup, les personnes peuvent continuer à investir sur Brix pour construire leur apport, admettons, et demain, ils passeront en investissement physique. Ou alors une personne qui a déjà un bel apport, qui l'a fait travailler, il peut investir aussi en business physique. Nous, on n'est pas du tout Brix vs l'investissement physique. On conseille d'abord d'investir en physique s'ils peuvent se le permettre, et après de faire travailler leur épargne. Tu vois, moi, ça fait plus de 10 ans que j'investis en perso. Là, ça fait 3-4 ans pour des gens. C'est que depuis 3-4 ans que je comprends qu'en fait, hein, même, tu vois, on oppose la SCPI, on oppose l'investissement locatif avec Brix et SCPI. En fait, ça n'a strictement rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Et je pense qu'en fait, c'est que les gens, dès le départ, en fait, aujourd'hui, c'est malheureux et heureusement, c'est un peu ambigu ce que je vais dire, mais c'est que tu as tellement d'informations. Qu'en fait, de départ, il faudrait qu'il y ait une personne, un petit Jiminy Cricket, qui te dit la stratégie en fonction de ton profil. Ouais. Parce qu'on est, je sais pas, il y a 400 000 utilisateurs chez Brix, mais il y a 400 000 façons. Alors, il y a des segments qui se rejoignent, on est d'accord, mais tu as 400 000 personnes qui sont complètement différentes. Et totalement. Et tu en as une qui va avoir peut-être, qui a déjà fait, je sais pas, 3 millions d'IMO bruts ou net en IMO. Il veut se faire plaisir à jouer, entre guillemets, gamifier son investissement locatif. Il va aimer Brix et d'autres plateformes. Et d'autres, le contraire, quoi. Typiquement, comme tu as raison, tu as plein de profils différents. Tu as des personnes qui n'ont jamais investi en physique. Ouais. Tu as des personnes qui ont déjà investi. Tu as des personnes qui ont déjà beaucoup investi. Et toutes leurs stratégies sont différentes. Tu en as qui veulent vouloir se construire un patrimoine sur Brix, en tout cas une épargne sur Brix. Tu as d'autres qui vont vouloir faire cette épargne pour investir en physique. Et tu en as d'autres qui vendent leurs biens physiques pour investir sur Brix et se dire j'en ai marre de mes galères. Ouais, c'est vrai. Et je préfère toucher une rentabilité fixe que je connais et au moins j'ai pas à devoir gérer mon parc, quoi. Donc tu as plein de profils différents, mais tu as quand même un gros segment justement de personnes qui se disent bah j'ai quand même envie de me construire mon patrimoine, de toucher ma pierre et me dire que voilà, j'ai investi, quoi. Tout à fait. Et du coup bah c'est de ça qu'on s'est dit, enfin moi aussi je voulais entreprendre parce que pour expliquer, donc j'avais mon agence. Je suis rentré après en salarié chez Brix à partir d'un moment où Cédric a dit bon, arrêtez vos projets, Brix ça vous prend beaucoup de temps, venez chez Brix et je vous internalise. Du coup il y a eu ça, mais ça reste que moi de base je peux pas faire qu'un projet. La grinta. Ouais, je peux pas faire qu'un projet. J'ai besoin de réfléchir à plein d'idées. Et parfois quand je réfléchis à des idées pour un autre business, ça va me donner aussi des idées sur Brix. Donc j'ai besoin en tout cas de me nourrir de tout ça. Et du coup et à un moment où, pareil, du coup, chez Brix, ça fait 3 ans que je suis là, du coup, depuis presque la création, quoi. Cédric, il avait avancé que quelques mois avant. Et c'est long, quoi. Même si l'histoire, elle est trop belle et que j'ai jamais pu vivre des trucs comme ça dans ma vie, avec tout ce qu'on a fait chez Brix, mais ça reste long. Et du coup, je disais à Cédric, soit je vais faire mon aventure perso, mais il voulait pas me perdre. Du coup, il m'a dit, écoute, si tu veux vraiment développer un projet, autant le faire à côté de Brix, tu vois, genre avec Brix. Et au moins, on pourra bénéficier ensemble des ressources communes, enfin du travail que j'ai pu faire sur Brix, je peux aussi l'utiliser sur Owners, tout ça. Et du coup, c'est de là qu'on s'est dit, bah, on peut accompagner les gens dans l'immobilier. Et pareil, toujours avec cette démarche un peu différente de ce qui se fait sur le marché, c'est qu'il y a plein de personnes qui veulent se former. Donc tu peux te former sur YouTube ou plein de choses. Comme moi j'ai essayé de le faire, comme Cédric le fait et comme plein de personnes je pense le font en regardant ce qui se fait sur l'immobilier. Mais tu as tellement de contenu, comme tu disais, il y a tellement d'informations et de stratégies différentes que tu es vite perdu, quoi. Et moi par exemple mon profil, 26 ans, depuis mes 19 ans je veux investir dans l'IMO, j'ai toujours pas investi. Parce que le problème c'est que je me fais matraquer de messages dans l'IMO et il y a pendant 6 mois je me dis faut que je fasse un invest locatif. 6 mois après, faut que je fasse de l'atypique, il y a des meilleurs rentas. Un immeuble de rapport, marchand de biens. Et en fait, tu sais jamais trop quoi faire et au final, t'es perdu. Et avec le peu de temps que j'ai, je le fais pas. Ouais. Et vraiment, Owners, là où on s'est dit, ce qui peut être intéressant, c'est que en tout cas, qu'est-ce qui va donner le plus de motivation aux gens pour passer vraiment à l'action ? C'est de voir d'autres personnes le faire. C'est de voir d'autres personnes qui l'ont déjà fait, répondre à tes questions, tu vois, et te conforter en fait sur tes choix et te dire oui, c'est la bonne stratégie, déjà fait, non, évite ça, tu vas faire une grosse erreur, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait ce truc-là de communauté
privés, du coup, où les personnes peuvent échanger tous les jours, où il y a des supports de vidéos qui vont t'expliquer vraiment les bases, ou même parfois des vidéos un peu plus techniques, mais du moins avoir une ressource vidéo pour te former et connaître tout le vocabulaire. Et derrière, dès que tu commences à passer à l'action, tu poses tes questions aux personnes, tu poses tes questions à nos experts qui peuvent t'aider. Et tu participes aux ateliers aussi en ligne, en groupe, sur des thématiques. Et on fait aussi des challenges. Par exemple, là, dernièrement, on a fait le premier challenge qui était pendant 6 jours, tu vas apprendre à trouver une bonne opportunité. Et chaque jour, tu avais un petit exo. Et pour certains, ça paraissait bête parce qu'ils l'avaient déjà fait. Ou même, alors, ils l'avaient déjà fait, mais ils ont réappris certaines choses avec une autre méthode d'une nouvelle personne. Tout le monde a des méthodes différentes pour trouver un bien, des outils différents, etc. Et en fait, les gens, ils rentraient vraiment dans le vif du sujet. Et il y a des personnes, du coup, qui voulaient investir pendant longtemps, mais qui ne savaient pas par quoi commencer. Et quand tu donnes juste des étapes simples OK, tu vas apprendre à analyser la rentabilité de ton secteur. Tu vas apprendre à calculer ta capacité d'emprunt. Tu vas apprendre à utiliser tel ou tel outil pour être alerté, des bons trucs. Tu vas avoir les checklists pour poser tes questions à un agent immobilier, pour visiter un bien. Et c'est des outils simples, mais c'est une valeur inestimable quand tu sais pas par quoi commencer, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, pour te former, en général, c'est des formations à 2000, 3000 euros sur le marché. Et nous, on s'est dit, en fait, nous, on n'est pas des gourmands. En vrai, en soi, on le fait. C'est bien de travailler pour gagner de l'argent, mais on l'a vu avec Brix, tu rends quelque chose accessible et derrière, c'est plus ça grandit. En fait, c'est du volume. Oui, tu vas gagner de l'argent, mais ça reste qu'au début, tu veux vraiment changer quelque chose. Et du coup, Cédric, ce qu'il a voulu faire, c'est vraiment casser les codes. Et là, c'est un peu pareil, c'est casser les codes, c'est pour 19 euros. Tu rentres dans une communauté et peu importe ta question que tu as sur l'immobilier, même si on ne peut pas y répondre tout de suite, on trouvera la réponse pour toi, tu vois. Mais du moins, tu peux te former, tu peux t'éduquer et tu peux commencer à investir dans l'immobilier sans prendre peur de toutes les informations que tu vois. 19 euros, mais... quand tu dis que vous avez accès, c'est quoi ces formats? Parce qu'il y a le format e-learning, format accompagnement. Là, c'est que le format e-learning. Ouais. Donc, en fait, c'est un format où c'est une communauté, c'est un groupe privé. Ouais. Dessus, il y a des vidéos, donc il y a du e-learning. Il y a un espace communautaire pour échanger, un peu comme un forum, comme un réseau social. Okay. Tu as une partie calendrier avec des événements, des lives, des workshops. Okay. Et aujourd'hui, on n'a pas encore l'accompagnement personnalisé. Ouais. On pourra le faire plus tard, mais là, pour le moment, c'est le début. On ne va pas faire forcément l'accompagnement. Ça, c'est chronophage, je veux dire. Sur du volume, c'est beaucoup plus compliqué. Ah oui, c'est pour ça que là, typiquement, je dis, on a pris plein de questions de personnes qui se posent des questions sur leur projet perso ou même des questions en général sur l'immobilier et on répond à tout le monde. Au moins, les réponses bénéficient à d'autres personnes, tu vois, en groupe. Parce que 20 balles par mois, délivrer de la valeur, moi, ça me semble pas cher. Hein. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher, mais du coup, il y a un système de paliers qu'on a mis en place. C'est que pour moi, et c'est ma conviction, mais parce que je le fais aussi, donc je sais que ça va être comme ça, c'est que tu as besoin de faire du réseau aussi dans l'immobilier, tu vois. Ouais. Et plus tu as un cercle plus important, plus tu es susceptible de trouver la personne qui correspond à tes besoins. En tout cas, d'avoir plus de chances de rencontrer la personne que tu devais rencontrer, tu vois. Ouais. Donc, plus il y a de monde, plus ça prend de la valeur. Et pareil, du coup, plus il y a de monde, plus on va pouvoir investir dans de la qualité de vidéo, plus ça va attirer des experts aussi à vouloir échanger avec les membres de la communauté. Et en fait, plus on passe de palier, plus le prix augmente, du coup. Donc là, de 0 à 100 membres, c'était 9 euros par mois. On les a atteints en un jour, je crois, donc c'était assez rapide. De 100 à 200 membres, c'était... de 100 à 200 membres, ouais, c'est ça. C'était 19... je sais plus. Faut que je regarde, mais en gros... C'est de 0 à 100, c'était... Non, c'est de 100 à 500, pardon. Ouais. De 0 à 100, c'était 9 euros par mois. Et de 100 à 500, c'est 19 euros par mois. De 500 à 1000, ce sera 29 euros par mois. Et ça monte comme ça, en fait. Okay, mais ça reste quand même si c'est à 50 euros par mois, c'est cadeau. Tu restes 6 mois dedans. Tu sais que toutes les questions que tu as pu avoir sur ton projet, pour 100 ou 200 euros, tu as évité peut-être des erreurs à 10 000 ou 20 000 euros, que ce soit dans tes travaux, que ce soit dans ta négociation à l'achat. Enfin, ça reste rentable pour la personne, tu vois, qui rentre dedans.
Ok. Mais c'est quel thème que vous abordez dedans? Vous abordez tous les thèmes? Tous les thèmes. C'est vrai. De la recherche et tout type de stratégie? Ouais, tout type de stratégie, tous les thèmes. Et du coup, l'idée, c'est d'apporter de la valeur tous les jours, que ce soit des outils, que ce soit des astuces. Quand, par exemple, j'ai fait un call avec des marchands de biens qui sont très expérimentés, bah, je ressors les plus gros conseils qu'ils peuvent donner à des débutants ou même à des personnes qui font déjà du marchand de biens. Et du coup, je transmets ça à la Est-ce que c'est communauté. destiné à des primo-investisseurs? C'est destiné en fait à tout le monde dans le sens où c'est vrai que c'est très débutant pour beaucoup. Mais en fait, il y a plein de personnes qui ont déjà investi dans 4-5 biens, Ouais. qui découvrent de nouvelles stratégies aussi. Parce qu'il y a des personnes du coup qui ont fait peut-être que de l'investissement locatif euh, en longue durée. Et sur la courte durée, ils sont vraiment débutants, tu vois. Donc ils réapprennent des choses. Ça convient à tout type de profil. Et pareil, du coup, il y a des personnes qui peuvent se rencontrer. Là, je sais pas pourquoi, il y en a beaucoup de personnes de Strasbourg. Ouais. Et du coup, bah, les personnes de Strasbourg ont un petit fil de discussion entre eux et vont déjà se rencontrer. Non, Et c'est- pareil, du coup, ils rencontrent des personnes qui ont le même centre d'intérêt qu'eux, qui est l'immobilier. Sauf que de base, bah, ils étaient peut-être chez eux à en discuter avec leur famille, qui soit ils se sont intéressés, soit pas forcément, ou alors leurs collègues qui sont pas forcément très intéressés. Donc ils sont un peu esselés dans le fait de pouvoir discuter de leur strat IMO, d'invest, etc. Et bah là, ils vont pouvoir rencontrer des personnes membres du club là, ça fait 15 jours que c'est lancé. Ils ont déjà rencontré des gens dans leur D'accord. région, quoi. Et l'idée, c'est que ça grossisse pour que, peu importe que tu aies une question, qu'on te réponde au tac au tac sur ton problème, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a eu, Qui y répond? les membres ou les experts qui sont du coup experts de la communauté. D'accord. Donc expert dans chacune des Ouais, des thématiques. thématiques, c'est ça. Ok. Et du coup, bah, ça peut être aussi les membres, tu vois. Les membres, Ouais. ils peuvent avoir des... Et nous, derrière, on repasse aussi dessus et on débat sur la stratégie. Là, il y a eu un débat sur la récupération de TVA par rapport à un investissement en SCI à l'IS, etc. Bah, il y a 25 messages, 30 messages là-dessus avec moi, j'ai fait ci, moi, j'ai appelé mon notaire, il m'a dit ça, j'ai appelé mon comptable, il m'a dit ça. Ouais, mais qui Et c'est qui recoupe la bonne info là? bah, en fait, c'est de la discussion et c'est, on va dire, c'est le groupe qui valide en quelque sorte que c'est la bonne stratégie. Enfin, Ok. il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, c'est le groupe qui dit, ouais, on est d'accord que ça, on peut pas le faire, ça, on peut le faire, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est justement la valeur, c'est la force du groupe pour moi. Et c'est justement pas un expert qui te vend une formation à 5 000 € et qui te dit, moi, j'ai fait ça et c'est tout le temps comme ça. Ouais. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais je préfère, moi en tout cas, et c'est ce qui me conforte, moi, pour investir, c'est qu'il y ait 10 personnes qui me disent t'as pris la bonne décision, tu vois. D'accord. Ok. Parce que vous balayez autant l'investissement locatif que le commercial, que le marchand, que le. Ouais, après, Bon, là au la début, promotion non, mais. ouais, mais là après, on y va crescendo, les sujets restent sur le locatif de base, D'accord. et petit à petit, ça va grandir, petit à petit, on aura des experts sur le commercial. Là, pour l'instant, on n'a pas encore parlé de commercial dans la Ouais. communauté, et si on a un expert qui parle de ça, ça intéressera sûrement des membres qui veulent en faire. Et du coup, ça va grandir avec le temps. Et ça reste que c'est un groupe où tu peux échanger tous les jours avec des personnes de ta stratégie, tu vois. Donc, si tu veux regarder des vidéos, tu peux regarder des vidéos. Si tu veux parler à des gens, tu parles à des gens. Si tu veux participer à des exercices de groupe pour ton projet, tu peux te confronter à ça et du coup, bah, t'exercer sur ton propre projet. Et en fait, c'est vraiment libre. Ok. Mm. D'accord. Donc pour 19 €. Pour 19 € par Quoi, mois. après, ça va augmenter en fonction des paliers. paliers, mais mais- bon, effectivement. Et là, Mais si tu prends maintenant, c'est... Mais en fait, j'ai même pas envie enfin, je veux même pas faire de la pub ou quoi, c'est bah, genre... l'exercice du podcast, c'est aussi Ouais. un peu pour ça. Je veux dire, Ouais, faut pas se le cacher. mais moi justement, j'aime bien ce côté, je vais pas dire aux gens, rejoins, c'est si là t'as des questions sur un projet ou quoi que ce soit, tu vois, bah, et que ça t'intéresse, renseigne-toi. Mais c'est sans et- engagement? C'est sans engagement, tu peux arrêter un mois après si ça te plaît pas. Ah ouais. Ouais, Putain, ouais, mais après, non, parce que c'est le même univers que les box en fait. oui. Bah, c'est le système de Netflix, quoi. Je veux Ouais, dire. c'est ça, c'est un système par abonnement. Voilà, c'est labo, quoi. Je veux Mais dire. ouais. Après, c'est là où on se dit, enfin, en tout cas, moi, c'est quand je crée quelque chose, et pareil, c'est aussi dans ma situation, et ça convient pas à tout type de personnes, mais c'est vrai que si tu te dis, là, aujourd'hui, t'as que 100 membres ou 200 membres, à vie, c'est chiant comme business à monter. Enfin, c'est intéressant, en tout cas, d'apporter de la valeur, mais tu vas pas gagner des milliers et des cents. Ouais. Mais
nous, on sait aussi aller chercher du volume et justement, on sait construire ça. Du coup, l'objectif, c'est vraiment un objectif beaucoup plus gros, c'est de se dire qu'en 1 ou 2 ans, on est 10 ou 20 000 membres vraiment passionnés d'immobilier qui parlent tous les jours, tu vois. D'accord. Et du coup, là, les échelles sont différentes. Je pense qu'il y aura des personnes employées qui seront experts employés. Enfin, ça sera C'est structuré énorme, 10 différemment. 000, c'est Ouais, énorme. c'est énorme, mais en vrai, comme sur le business de Brix, c'est pas que des personnes qui sont vraiment intéressées depuis 10 ans à ça, tu vois. On va pas Ouais. chercher des professionnels qui vont avoir vraiment des réponses sur tout et qui pensent tout savoir, alors que peut-être ils se trompent. C'est vraiment des personnes comme moi, comme tout le monde, lambda, qui veulent commencer à investir et qui veulent Mais parler de ça, quoi. moi, je me mets à la place il y a 10-15 ans quand j'ai commencé. En fait, je trouve que votre solution, elle est géniale pour ceux qui ont besoin de mettre un pied à l'étrier Mm. neuf. Mais tu vois, là, moi, bon, je m'estime expérimenté, oui ou non, peu importe Bah quel oui, niveau on se oui, dit. bah oui. Mais là, tu me donnes la curiosité d'y aller. Mm. Mais parce qu'on parle et on prend le temps de parler. Ouais, Mais tu vois, de prime abord, je me suis dit, je suis pas le public, je suis pas la cible. ouais, ça fait peut-être trop débutant. Bah, c'est pas pour être condescendant, Ouais, mais c'est juste que je me dis, je suis pas la cible. ouais, Mais ouais. là, au vu de ce que tu dis, s'il y a que du locatif, tu vois, je me dis, bon, mais. Mais non, là, typiquement, on aura un expert marchand de biens. Du coup, bah, pareil, il y a des choses à apprendre sur le marchand de biens. On peut parler à ces experts-là, on peut leur demander Ouais. plein de conseils. Et aussi, pareil, ça peut permettre à des personnes qui sont peut-être plus experts, mais de s'associer, tu vois, avec d'autres experts, du coup, pour Ouais. faire des projets. Donc, je pense que ça convient à tout le monde, mais D'accord. voilà, ça a J'aurais testé. peut-être dû m'abonner pour voir et pour t'en parler mieux parce qu'effectivement, le produit, je le connais pas, donc Mm. je peux pas avoir un avis. Ouais, bah, je te le montrerai après Mais, si tu veux. mais ouais, non, mais après, moi je trouve la solution très bonne. Mm. Parce que je trouve qu'à aujourd'hui, peu importe le modèle, les gens ont besoin de consommer. Ils consomment et ils veulent pas être engagés. Mm. Et après, je trouve pas cher, mais il faut bien Mm. commencer avec un prix, il Ouais. faut bien démarrer quelque chose. Donc là, on peut débattre 100 ans, mais je trouve 20 balles, c'est Ouais. très bien. Mais tu vois, pour un étudiant, un alternant, Mm. pour quelqu'un qui veut juste tester, est-ce que le locatif c'est fait pour moi ou pas? Ouais. Tu vois, je pense que le prix aussi, bah, il faut pas se mentir, c'est sûr que te permettre d'attirer des personnes. Mais après, il faut délivrer que les gens restent et Mm. 10 000 pour adresser autant de gens, ça me paraît colossal. Pas Ouais. impossible, Mm. voilà, parce que je pense qu'après il faut se staffer tout ça, mais ça me paraît énorme. Mais Ouais. du coup, c'est quoi là, je sais pas si tu peux communiquer sur les chiffres, mais vous en êtes où et les 10 000, c'est au bout de 2 ans max? Bah, ça serait un objectif, ouais. 10 000. Mais là, il y a 260 membres. Ouais, Et en décembre, j'espère arriver à 500 membres, tu vois. ok. En fait, moi, j'ai un objectif de un palier tous les 3 mois. Ok, d'accord. Donc après, c'est comment tu vas aussi utiliser ces 500 membres pour amener 200 autres Ouais. membres, etc. Et du coup, là, on va rentrer dans du market. Mais ouais, non, l'objectif, c'est vraiment cet objectif-là. Et ouais, comme pour Brix, quoi, rien n'est impossible, hein. Aujourd'hui, des plateformes de crowdfunding, même très très connues sur le marché, tu vois, de base, elles ont peut-être 30 000 ou 40 000 investisseurs actifs, Ouais, alors qu'elles ont 10 ans d'existence, tu vois, ouais. avec des réseaux pas possibles, etc. Là, aujourd'hui, sur Brix, tu vois le nombre d'utilisateurs. Bah, à la base, on aurait pu. Enfin, si tu avais parlé avec Cédric au début, peut-être qu'on aurait pu se dire c'est impossible en 3 ans, tu vois. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Après, je suis d'accord. Mais je pense que de gamifier le chose, c'est-à-dire que je pense que dans 10 ans, un produit comme Honors va. Au lieu de regarder ta série Netflix, tu vas regarder peut-être Bah, des émissions de moi, locatif. c'est l'objectif. Vraiment, c'est l'objectif que même moi, en fait, pourquoi je l'ai fait, c'est parce que c'est un produit que je fais pour moi Ouais. avant tout, tu vois. Ouais. Et j'aurais aimé, même en terminale, tu vois, ou même en première, si tu es un petit peu intéressé par ton avenir, par ce que tu veux construire, bah, tu as un endroit où en fait tu peux parler avec des adultes, du coup, parce qu'à l'époque tu es encore un ado, de ce qu'ils ont déjà fait. Et en vrai, il y a vraiment une valeur de bienveillance où les gens aiment du coup s'entraider quand ils sont dans ce groupe privé. Ouais. Si tu viens, c'est pas pour faire un concours de quéquette en quelque sorte, c'est vraiment. Ah bah moi je l'ai déjà fait, si tu veux je te dis viens on s'appelle, tu vois. Il y a même des messages, c'est là c'est un peu trop long par message, on s'appelle et du coup il y a un mec qui lui donne un conseil qui a peut-être
pas de valeur, tu vois, genre, et, euh, et du coup, moi, à 18 ans, j'aurais kiffé pouvoir poser des questions à des gens et avoir une réponse de personnes qui l'ont déjà fait, quoi. Alors que là, j'étais face sur mes réseaux, tu vas voir un créateur qui parle d'immobilier, trop cool, tu vas lui parler en commentaire, il va te dire achète ma formation, il y a tout dedans, t'as 18 ans, ça coûte 2000 euros, ouais, je vais travailler une saison pour me la payer et après j'ai mon école à payer et je fais quoi? C'est impossible. Et, euh, et du coup, c'est vraiment pouvoir rendre cette valeur-là accessible, quoi. D'accord. Non, Mm. mais moi, l'idée est bonne. Il faut juste que... Je pense qu'il faut qu'elle s'installe. Mm. Et surtout, c'est que la valeur délivrée pour 20 euros, je m'arrêterai là, j'achèterai en tant qu'utilisateur et je pourrai avoir un œil un peu plus avisé. Aujourd'hui, je ne connais pas ce qu'il y a dedans, donc je ne pourrais pas me permettre d'avoir un avis constructif. Mais l'idée générale, elle est quand même bonne, mais il faut qu'elle s'installe pour moi. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est sûr, ça va prendre du temps. Ouais. Mais après, l'objectif à la fin, c'est que tous les outils qu'on donne dedans, même que ce soit par exemple un template de dossier de financement, Ouais. quand tu pars toi tout seul pour te faire ton dossier de financement, t'es peut-être pas expert en présentation, en choses comme ça, tu vas rendre un Google Doc qui est pas très ouf, un peu classique. La banque, elle va te regarder comme quelqu'un de lambda, du coup, comme tous les dossiers qu'elle a l'habitude de voir, et bon, c'est ta situation et la banque, tu vois. Ouais. Et là, si tu arrives avec des outils un peu plus pro, un vocabulaire rien qu'un peu plus pro, que tu as eu pour 19 balles par mois, tu vois, tu as plus de chances déjà d'avoir. T'arrives avec une belle présentation, peut-être un jour qui est brandé honneur et ils se disent ah bah si t'as été formé là-dedans, j'ai un peu plus confiance sur le fait que t'es réfléchi à ton invest, tu vois. Genre c'est. Alors ça, c'est très ambitieux qu'un banquier pense. Ouais, bah, mais moi je pense que ouais, tu pourras même faire des. Il n'y a rien qui est impossible. Tu sais que c'est Pas de limite. enregistré et là c'est enregistré donc ça fait un talon temporel. Ouais, pas de limite. Et justement, j'espère qu'un jour, il y a une ouais, il y a un banquier qui se dise, bah au moins t'es formé, tu vois. Tamponné, label. Non, mais je sais que t'es formé. Tu me diras, je te chambre, mais je vais pas te dire les détails, mais tu vois, c'est un peu Live Mentor. Ouais. Live Mentor, à l'époque, quand il s'est lancé, maman, il a cherché son modèle 20 fois. Et aujourd'hui, je connais un peu les coulisses, donc c'est un peu comme ça que je le vois. Bon, ils sont pas un abo, hein. Bon, après, ils sont beaucoup développés avec le CPF. Ouais. Donc, bon, voilà. Mais c'est un peu le même système, j'ai l'impression. Et que quand tu es tamponné un peu Live Mentor, que tu sois coach ou personne qui soit passée par chez eux, il y a un certain label. Ouais. Tu vois, c'est un peu, ça me fait Bah écho. ouais, même Open Classroom où ils ont des certificats ou des labels. Aujourd'hui, il y a rien sur l'immobilier. Après, je vais pas être là à prétendre qu'on va certifier des personnes investisseurs immobiliers. Ouais. Mais du moins, t'es éduqué, t'as le vocabulaire. Tu passes plus pour un con quand tu es face à un professionnel de l'immobilier qui essaye de te douiller quand tu veux acheter des matériaux pour tes travaux ou des choses comme ça. Tu t'es renseigné, tu vois, et tu as une base qui te permet d'être plus serein dans ce que tu fais, dans tes choix. Alors qu'à la base, tu es là, tu peux trembler, rendez-vous chez le notaire, comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui t'aurait expliqué au moins. Tu as cette première fois qui est un peu passée, et du coup, bon, faut qu'il le fasse, hein, après, il faut qu'il passe à l'action. Mais du moins, je pense que vraiment, ça peut t'aider à... Là, tu vois, par exemple, dans le challenge, on avait un exo, c'était la checklist de questions à poser avec à un agent immobilier quand on appelle une annonce, tu vois. Parce que tu peux appeler l'annonce, mais tu es un peu perdu, tu sais pas quoi poser. Du coup, on a fait la checklist avec un exemple d'appel qui dure 2-3 minutes. Et en fait, les personnes qui sont prêtées au jeu et qui ont fait l'exercice du challenge, bah, ils ont appelé peut-être 5 biens. Les 2 premiers, bon, t'as un peu la gêne, tu poses les questions parce que tu les lis, tu les bégayes et tout, mais les 4 autres, enfin les 3 autres, ils disaient, j'étais super à l'aise, ça commence à rentrer, tu vois. Et rien que ce déclic-là, bah, en fait, ils ne l'auraient pas eu s'ils étaient tout seuls et qu'ils n'étaient pas dans la communauté, tu vois. Et du coup, maintenant, tu vas investir ? Moi ? Ouais. Bah, moi, justement, je veux investir, montrer que tout ce qu'on a mis en place, ça permet aux gens d'investir et documenter aussi ça, tu vois. Ouais. Et montrer toutes les étapes dans les coulisses. C'est genre, il n'y a jamais eu trop de contenu comme ça, mais c'est filmé chez le banquier, filmé chez le notaire, filmé en visite, filmé partout, et montrer qu'en fait, bah, je suis débutant de base. Et que avec ces petites bases, j'ai pu me débrouiller, que je me suis pas fait arnaquer et que j'ai peut-être fait un bon invest, tu vois. Et du coup, avec tout ce que tu vois là, en tant que débutant, c'est intéressant. C'est quoi la thèse d'investissement ? Bah justement, moi, avec tout ce que j'ai vu par le passé, par les contenus, etc.,
je visais du cash flow, vraiment, je voulais faire un invest comme ça. Mais avec tous les projets que j'entreprends et tout, j'ai pas beaucoup de temps. Mais par contre, que j'ai une bonne situation pour investir avec le CDI chez Brix, etc. Et du coup, vraiment, c'était le dernier de mes choix à la base. Et au final, là, maintenant, je veux acheter une RP et me mettre le plus gros crédit possible sur la tête pour au moins capitaliser là-dessus. Parce que j'aurai vraiment zéro temps. Donc ça, c'est un des choix. Et le deuxième choix, c'est peut-être faire une coloc ou quelque chose comme ça. Et du coup, pareil, faire un invest en volume quand même au niveau du prêt. Mais du moins que ça me prenne le moins de temps possible. Je veux vraiment que ça me prenne le moins de temps possible. Bah, tu vois, il y a toujours ce débat RP Invest. Alors, moi, en tout cas, ma thèse, c'est que la résidence principale n'est pas un investissement. Ouais, oui. Enfin, c'est mon avis. Après, on peut débattre. J'ai débattu des heures avec des gens. Mais ça ne me dérange pas de débattre. Chacun a son avis. J'aime bien l'expression aller-retour. C'est les borders, mais voilà. Je comprends ceux qui l'ont fait en résidence principale. Et je pense que pour se créer du cash, ouais, c'est clair, c'est un bon hack. Il ne faut pas se mentir. Sauf que y a, comme toute bonne chose, c'est dans le viseur. Voilà, un petit peu, il faut faire attention. Je dis pas qu'il faut le faire, mais je trouve que c'est une bonne façon de se créer du cash rapidement. Je l'ai eu conseillé à certaines personnes en fonction des profils. Moi, pour l'histoire, moi j'ai voulu investir, ma femme voulait pas. Je dis, écoute, je fais un invest et c'est tout. Et ensuite, on achètera notre résidence principale. Donc, l'histoire a fait qu'en fait, l'investissement, l'un des premiers qu'on a fait, a bien marché. Elle me dit, donc du coup, on a acheté notre RP et du coup, elle a voulu, c'est elle maintenant qui me pressait pour investir. Tu vois l'histoire, donc c'est parce que l'investissement locatif, c'est ce qui est difficile, c'est le levier. On parle du levier financier, mais il y a le levier aussi terrain, opérationnel, qu'il faut aussi processer. À l'époque, quand moi j'ai commencé, il y avait moins de process, mais aujourd'hui, honnêtement, si tu fais bien les choses. Ouais, il y a plein de process. Tu peux tout automatiser, t'as pas grand chose à gérer. Pas à 100%, mais par contre, suffisamment. Pour, je dis une bêtise, travailler 2-3 heures par mois. Après, plus tu as du volume, voilà. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que tous les gens ne veulent pas avoir du volume. Parce que sur les réseaux, on te dit, tu deviens rentier en... Ouais, mais devenir rentier en immobilier, ce mot, c'est possible. Mais pas en 6 mois comme certains peuvent le prétendre. Nous, justement, on veut dire aux gens que tu fais un investissement pour toi, pour ta retraite, pour te constituer un patrimoine, tu vois, mais... On n'est pas là à vendre une formation pour en vivre. Si tu peux en vivre et que tu es passionné par ça, que tu enchaînes, tant mieux, tu vois. Ah ben tu vois, on va débattre. Le truc, c'est que devenir rentier en 6 mois, c'est possible. C'est marketing, c'est marketing, c'est possible. Par contre, quel est le taux d'emmerde et le taux d'investissement que tu veux mettre? C'est ça. Si tu as une échelle de 1 à 10, tu as un risque à 12. Mon gars, tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Mais 95, allez, je dis un chiffre, je ne sais pas lequel chiffre, mais quel pourcentage. Mais la plupart des gens n'ont pas envie de ça. Ne le font pas. Ne le font pas. Donc en fait, le constat, c'est qu'en fait, c'est comment accompagner ces gens-là à pouvoir se dire, ok, nous, on a fait des projets avec du cash flow, des autofinancés, des efforts d'épargne, parce que chaque typologie de client qu'on avait, moi, franchement, en clientèle, il y a des gens, je leur dis, attends, tu veux faire du cash flow, pas de problème. Au début, c'était ça. Mais ils me disaient, mais je veux pas du cash flow, moi. Il y en a qui me disent, je ne veux pas. Ouais, il y en a plein. Mais il y en a plein. Donc en fait, tu veux quoi? Ah ben moi je veux un truc safe. Juste placer. Je veux placer. Je dis ok, mais t'as un effort je sais pas, l'effort 500. Quoi? Mais pas. Non. Donc non. Donc il y en a certains de nos projets qui a des efforts d'épargne, mais parce que c'est une stratégie qui est adaptée. D'autres sont autofinancés, d'autres sont du cash flow parce que on s'est adapté à la personne. Mais si tu veux te créer rapidement du cash, effectivement, l'aller-retour en résidence principale est intéressant. C'est pour ça que moi, là, typiquement, dans ma situation, et c'est pour ça que j'ai réfléchi du coup à ma thèse, en quelque sorte, d'investissement, c'est je suis en location depuis 7 ans à Montpellier. Et là, ça fait 3 ans que du coup, j'ai changé d'appartement qui me coûte quand même assez cher par mois. Et j'ai pas non plus trop le temps de m'engager dans un invest où il faut que je trouve des locataires, où il faut que peut-être je les gère, ou du moins même s'il y a plein de choses que je peux automatiser. J'ai pas envie d'avoir cette pression mentale par rapport à toutes les activités que je fais à côté. J'ai pas envie d'avoir cette charge mentale-là, d'avoir un risque là-dessus. Du coup, je me dis, autant acheter ma RP maintenant et capitaliser là-dessus. Et au moins, je sais que les loyers que je paye, je les amortis, tu vois. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que devenir propriétaire va être de plus en plus difficile en France dans les années qui viennent. Mais c'est le mal-être français pour moi. Si tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale à ta retraite, je le dis avec toute bienveillance parce que j'ai pas envie de froisser. Ça fait peur, quoi.
Ben ouais, mais moi je sais combien de temps il me reste à me payer sur ma RP. Je suis plus vieux que toi, mais je suis quand même beaucoup plus jeune que certains. Je suis content. Mm. Voilà. Donc je pense qu'il faut le faire. Ça fait partie d'une stratégie. Mais en France, et je pense que vous êtes là aussi avec BRICS, et vous êtes là aussi pour démocratiser un petit peu l'investissement ou des finances personnelles au sens large. Vous êtes dans ce game-là, quoi. Ouais. Tu vois, donc, et c'est très bien. Nous, c'est vraiment les finances personnelles, comme tu le dis. Il y a des personnes là, on est même surpris, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui s'intéressent à l'investissement à l'investissement en général et ses finances personnelles qu'on ne le croit. Il y a des alternants, ils nous demandent, on leur dit non, mais de faire des crédits étudiants pour investir sur BRICS. Et en fait, ils savent que le rendement il est plus élevé que leur taux. Ouais. Et du coup, ils veulent faire ça et rembourser leur prêt, mais d'un côté, ils ont du capital à investir parce qu'ils n'en ont pas à la base. Ou il y en a qui commencent vraiment sans faire de crédit. Tu sais, leur bon conseil qu'il faut leur donner, ces jeunes, c'est fais-le, mais avec l'accord de tes parents, que si en backup, tu as une emmerde, ils peuvent assumer ton crédit. Ouais, je pense pas qu'on puisse le conseiller. Dieu, on peut pas faire de conseil, mais en plus de ça, je pense non, que... mais je plaisante, hein. On voit pas mon sourire, mais je plaisante, hein, parce qu'on ne comprenne pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de maîtriser son risque. Ouais, c'est de maîtriser son risque. Et parfois, je pense qu'ils maîtrisent même très bien leur risque, parce qu'ils sont tellement renseignés avant de vouloir faire ça, que mais tu peux pas leur dire de le faire. Mais par contre, il y en a qui commencent avec 100 euros, 200 euros par mois. En fait, dans 20 ans, ils ont vraiment construit quelque chose en commençant à 18 ans, tu vois. Ouais, ça, c'est sûr. Et c'est énorme, en fait, de penser comme ça et d'avoir cette réflexion-là à cet âge-là, parce que y en a plein déjà qui ne l'ont pas, et d'autres, du coup, qui se posent la question à 30 ans et qui commencent à flipper parce qu'ils n'ont jamais commencé, tu vois. Et du coup, vraiment, ce mouvement-là autour des finances personnelles, je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est pas assez... on peut pas trop démocratiser non plus, parce qu'il y a beaucoup de règles, quoi. Beaucoup de règles, mais ça va prendre du temps parce que votre génération, celle qui arrive, est peut-être plus avertie, mais il y a du chemin quand même. Ouais. Il y a beaucoup de chemin. Bon, ok, Johan, on a évoqué beaucoup de choses. Est-ce que il y a d'autres choses que tu aurais aimé qu'on évoque, qu'on parle, que j'ai oublié? Non, on a fait le tour sur BRICS, sur Honors, sur ma vie perso. En vrai, on a fait le tour. Hein. Mais tu vas rester à Montpellier? Ah, c'est pas dit. C'est pas dit, non. Montpellier, j'aime bien. Après, c'est vrai que je suis quand même pas mal attiré par des grandes villes comme Paris, ou même Londres, même Dubaï. J'ai adoré Dubaï. Ah ouais? Ouais. Et la qualité de vie, elle était assez folle. J'avais beaucoup d'a priori avant d'y aller. J'ai passé 10 jours là-bas, mais pas du tout fait le touriste. Vraiment un quotidien de boulot, sport, et un peu quand même voir 2-3 trucs et rencontrer des gens. Et c'était assez fou la différence avec même Montpellier, tu vois, et le train de vie que tu peux avoir. Ça n'a rien à voir. Ouais. Dubaï, c'est une des villes mégapoles, je pense, du moment, je pense. Et puis les affaires après là-bas et tout. Ouais, et l'immobilier aussi là-bas, c'est assez fou. Il y a tous les prix d'ailleurs. Ouais. Il y a tous les prix. Et d'ailleurs, nous, on cherche avec Tony à avoir des... On est en contact ou pas? Pas encore. Bon, ça ne saurait tenir. Parce qu'on chercher à investir là-bas? En tout cas, il y a différents sujets qu'on veut aborder dans Au Grenier, dans le podcast. On ne veut pas se limiter à discuter d'immobilier français. On dit, moi, déjà, moi, j'ai une soif d'apprendre sur l'immobilier au sens général. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut importer. Ouais. Je dis pas tout, mais tu vois, il y a peut-être 5, 10, 15-20% des préceptes ou en tout cas des méthodos. Tu vois, Realty qui viennent des États-Unis. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont inspirés pour créer le modèle du crowdfunding, tu vois. Donc, il faut rester un peu à l'écoute au niveau international et je pense aussi que de diversifier son patrimoine au niveau dans d'autres pays. Ouais. Tu vois, on a reçu récemment Tereta, qui est l'ancien Geoffroy, qui est l'ancien directeur d'expansion de Mastéos. Ok. Bon, il y a quelques trucs à faire ensemble, tu vois. Et pourtant, on est concurrents, mais très loin. Mais il y a des trucs à faire. Non, en vrai, faut pas se fermer. Nous, comme je disais, on se ferme jamais la porte aux concurrents. On n'essaye pas de les copier, de faire mieux. On fait ce qu'on fait. Et même si parfois, on a déjà échangé avec certains, hein, il y a des calls, vous avez besoin des tips, on s'échange des tips, il n'y a pas de problème, quoi. Chacun fait sa route. Ouais. Et pour l'investissement à Dubaï, je connais des gens, s'il faut. Alors, du coup, la question, c'est, on cherche à interviewer des gens au podcast Le Grenier. Est-ce qu'il y a des gens experts, par exemple de Dubaï, que tu connais, ou même autre part,
Alors, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de réno, mais le grenier, moi j'adore parler de rénovation. Ouais, bah, à Dubaï, c'est plus de la construction de la réno. Ouais. Mais là, je suis en train de chasser des promoteurs pour qu'ils viennent sur le podcast. Ouais. Donc j'en ai un qui m'a dit oui. Donc on va avoir un promoteur. Je suis content parce que c'est difficile de les avoir. Mais bon, ça c'est grâce à mon passé et ça c'est cool. Mais du coup, est-ce que tu as des noms à nous donner qui pourraient passer dans le podcast, notamment de Dubaï? Ouais, j'ai pas les noms exacts. Non, mais de faire des je les retrouve, intros. mais ouais, je pourrais te faire ça, ouais. Bah voilà, nickel. Bon, voilà. Bon, écoute, Johan, donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, plein de bonnes choses, la santé. Ouais, la santé. Non, puis non, que Honors, du coup, atteigne ses objectifs et qu'un jour un banquier dise accepte un dossier parce que c'est plus facile quand la personne est éduquée. Alors, tu sais quoi? On est combien aujourd'hui? 2 octobre? 2 octobre 2024. On fait un catch-up, je sais pas, dans un an. Allez. Tu reviens. Très Tu chaud. viens dire aux auditeurs du grenier combien tu as atteint. Les avantages. Ouais, l'aventure, quoi. Les L'aventure, réussites, les échecs. Voilà, et de dire. Ça saura peut-être pivoter aussi, s'il fallait améliorer des Exactement. choses. Ça, nous, comme je disais, on est flexible. Hein, donc, s'il y a des retours sur pas mal de trucs, on changera s'il faut. Quoi. Exactement. Bah écoute, tu passeras le bonjour à toute l'équipe en tout Ouais. cas. Merci. Merci d'avoir accepté. Bon, c'était Montpellier, c'était un Ouais. petit plus facile. Mais on est content aussi de vous recevoir au village Baïséa parce que c'est là où sont nos bureaux. Donc je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont venir s'inscrire. En tout cas, je vous le souhaite. Ouais, merci à toi. Ciao. Ciao.